Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble React Query. Donc React Query, c'est une librairie qui va vous permettre de gérer la synchronisation de vos données avec un serveur. Donc le principe est assez simple, ça va fonctionner si vous voulez comme un store global qui va sauvegarder les résultats de vos requêtes et qui va être capable de rafraîchir les données lorsque c'est nécessaire. Donc au niveau du fonctionnement, si vous regardez dans le Getting Started, c'est relativement simple. Vous allez avoir un hook personnalisé qui va s'appeler useQuery et qui va vous permettre de spécifier la requête à effectuer. Et automatiquement, il va vous donner des indications sur l'état de chargement, il va vous donner les données et les erreurs si c'est nécessaire. Alors dans la réalité, ça va faire beaucoup plus de choses et je vous propose de découvrir ça à travers un cas concret. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une petite application, c'est un petit listing d'articles. On a la possibilité d'éditer comme ça un article dans les colonnes à la volée. On a la possibilité de modifier un article en ayant une page dédiée avec un formulaire. Et on a aussi un système de pagination infini avec un bouton page suivante qui continue à aller de page en page. Donc c'est un exemple simple, mais pour l'instant j'ai dû tout faire avec des hooks personnalisés et ça n'a pas été forcément pratique. Donc on va voir comment React Query peut nous servir dans cette situation-là. Alors ce que l'on va commencer par faire, c'est installer React Query dans notre projet. Donc pour cela, on fait un coup de pnpm add React Query, où vous pouvez utiliser yarn ou npm, ça n'a pas d'importance. Et une fois que c'est installé, on va devoir commencer par définir un provider autour de notre application. Donc moi, dans mon main.jsx ici, je vais commencer par initialiser un query client. Donc on fait const query client égale new query client. Donc ça, on l'importe depuis React Query. Et ensuite, on peut utiliser un Query Client Provider. Donc ici, Query Client Provider. Et on lui passe le client que l'on a initialisé. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude, c'est comme les librairies de routing, il y a toujours besoin d'un provider comme ça, à la racine. Une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser ce hook personnalisé useQuery. Donc au niveau de post, donc là où je récupère mes articles, je vais temporairement commenter ce que moi j'avais déjà fait. Et on va convertir ce code-là en utilisant useQuery. Donc on va faire une constante qui sera un objet vide pour l'instant et on va faire un useQuery. En premier paramètre, on doit donner un nom ou une clé, si vous voulez, à notre requête. Cette clé, ça peut être simplement une chaîne de caractères ou un tableau contenant des chaînes de caractères. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ça dans une variable et je vais lui dire plutôt, je vais te donner un tableau de chaînes. On verra que ça sera intéressant plus tard pour gérer l'invalidation. Vous pouvez voir ça un petit peu comme des tags au final. Et ça, on va l'appeler plutôt QueryKey. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça QueryClient. En second paramètre, vous allez devoir donner une fonction asynchrone qui va permettre de récupérer les résultats. Alors cette fonction, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Vous pouvez utiliser Fetch, Axios, n'importe quelle librairie client. Il n'a pas d'opinion sur comment vous allez faire les choses. Donc React Query n'est pas une alternative à Axios ou autre. C'est vraiment quelque chose qui va vous demander d'écrire le code. Alors moi dans mon cas, ce que j'avais déjà fait, c'est que j'avais créé les fonctions qui permettent de charger les articles, charger un article et mettre à jour un article directement dans un fichier séparé. Donc je vais utiliser ces fonctions-là. Donc là, je vais lui dire la fonction de récupération, ça sera une fonction qui chargera les articles et je commence à la page numéro 1. Voilà, rien qu'en faisant ça, on va avoir React Query qui va faire la requête. Si je me place dans la partie réseau, alors je pense que ça va bugger parce que du coup il manque des variables, mais on voit ici qu'il fait la requête pour récupérer nos articles. Donc dans mon cas, moi ce qui m'intéresse, c'est isLoading, qui me permettra de savoir si oui ou non on est en train de charger. Alors avant je l'avais appelé loading, donc je vais descendre et le renommer. Donc isLoading, ça vous dit je suis en train de charger jusqu'au moment où les données sont récupérées. Et ensuite, on a data qui nous donne les données lorsque la requête s'est bien effectuée. Donc si on a une erreur, par exemple, on pourra utiliser error. Mais là, on va partir du principe que notre serveur est parfait. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Et on récupère les données. Une fois qu'on a ces données, je vais les convertir. Donc je vais sauvegarder ça dans une variable post. Et je vais dire si c'est undefined, parce qu'au début, les données n'existent pas, je veux plutôt que tu défauts sur une variable qui sera un tableau. Comme ça, quoi qu'il arrive, post est un tableau. Si je sauvegarde maintenant, on voit que ça fonctionne comme avant. La page se charge, les articles se chargent et s'affichent. Alors volontairement, pour simuler un serveur et vous montrer quelques comportements de React Query, j'ai fait en sorte que le serveur mette systématiquement 2 secondes à répondre. Alors un premier détail qu'on peut remarquer, c'est que si je passe sur mon éditeur et que je reviens sur ma page, on voit qu'il recharge les données. Alors ça, c'est un petit peu étrange. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous faites une requête, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauvegarder des informations quelque part. Et ensuite, il va considérer cette requête comme stale, c'est-à-dire que les données ne sont plus à jour.
Lorsque certaines actions sont effectuées, typiquement lorsque on se déconnecte et on se reconnecte du réseau, vous pouvez même le tester facilement, hein, vous faites hop, une petite déconnexion, vous vous reconnectez et automatiquement il refera une requête. De la même manière, il refait une requête dès que vous refocusez la page du navigateur. Le petit inconvénient, c'est que pendant que vous êtes en train de dev, ça le fait aussi si vous cliquez ici, si vous cliquez sur l'inspecteur et vous revenez sur la fenêtre, il considère que vous avez zappé la fenêtre. Et ça peut aussi être déclenché manuellement. Alors, on peut se dire que c'est très étrange comme comportement, mais il y a une raison à ça, c'est que si par exemple on a deux navigateurs, si par exemple je suis sur le localhost 2.3000, et que je décide de modifier l'article numéro 1, voilà, donc on met par exemple 2 lettres, je soumets, je suis satisfait de ma modification. Dès que je vais revenir ici, automatiquement il va déclencher le rafraîchissement et mettre à jour les données. Donc c'est pour ça qu'il y a ce comportement-là, mais il est tout à fait possible de le désactiver. Alors vous pouvez désactiver ce comportement par requête. Donc typiquement ici, en troisième argument de useQuery, je peux préciser des options. Donc c'est typé, donc vous trouvez facilement les options. Donc vous cherchez focus par exemple, et là vous avez refetch on window focus et vous pouvez mettre false. Ou vous pouvez le faire globalement, ce qui peut être intéressant si vous voulez complètement désactiver la fonctionnalité au niveau du provider. Dans le query client ici, vous pouvez lui dire je veux définir les options par défaut et les options pour les queries, ça sera un refetch on window focus hop, qui serait à false. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre ça par exemple à false par défaut quand vous êtes en phase de développement pour éviter de réactualiser toutes les 2 secondes sur le serveur et mettre ça à true lorsque vous passez en production. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est considérer que vos requêtes, alors ça on va le désactiver, ne sont pas immédiatement stale, ne deviennent pas périmées instantanément. Pour cela, au niveau de votre requête, vous pouvez préciser en troisième paramètre un stale time et lui dire, en fait, moi je considère que lorsqu'une requête a été faite, au moins pendant 60 secondes, cette requête n'est pas périmée. Donc là, je mets 60 000. Et dans ce cas-là, lorsque je réactualise la page, il va charger les informations. Si je clique et que je reviens, il va considérer que cette donnée est toujours fraîche et du coup, il ne réactualisera pas. Par contre, au bout de 60 secondes, si je refais un petit Alt-Tab, dans ce cas-là, il réactualisera. Si vous avez besoin de connaître l'état des requêtes et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, ce que vous pouvez utiliser, c'est un DevTool. Donc pareil, lorsque je suis dans le wrapper de mon application, je peux venir importer React Query Dev Tools et on l'importe depuis, c'est ça qui est un peu particulier, React Query / DevTools. Une fois que c'est importé, on va pouvoir l'utiliser à ce niveau-là et on va lui préciser qu'on veut que ça ne soit pas ouvert par défaut, donc on fait initial is open à false. Donc ça va nous mettre une petite fleur sur notre site, hop, que vous allez voir normalement en bas à gauche. Si évidemment je ne fais pas d'erreur, hop, de casse. Et cette petite fleur, elle vous permet de voir l'état des requêtes. Donc lorsque je clique dessus, je vois que ma requête par défaut post ici, elle contient des informations. Donc c'est dans data ici, vous pouvez explorer les données qui sont à l'intérieur de votre requête. Vous pouvez aussi avoir d'autres informations. On a par exemple le cache time, donc ça va être la durée du cache qui va être sauvegardé. Vous pouvez aussi normalement obtenir le stale time, je sais plus trop où. Et vous avez l'état de la requête, donc on voit qu'ici elle est fraîche. Si je reviens au cas initial et que je retire en fait ce stale time, hop, vous allez voir que lorsque on fait une récupération, il considère que ça c'est stale tout de suite. Donc dès que je fais un Alt-Tab, hop, il essaie de refaire un fetch et de récupérer des nouvelles informations qu'il considère automatiquement stale et qui seront réactualisées lorsque l'on fera un refocus par exemple. Alors on peut se demander aussi qu'est-ce qui se passe si je ne voulais pas précharger mes articles. Donc souvent effectivement on a besoin de récupérer les données lorsque le composant est monté, mais parfois on veut un petit bouton. Donc ça c'est très très simple, vous avez un petit bouton, on va lui donner la classe UI button et on va lui dire charger les articles. Alors vous avez 2 solutions. La première c'est de venir ici au niveau de votre useQuery, lui rajouter une option qui est enabled, et vous mettez ça à false. Ça veut dire que la requête n'est pas active. Si je réactualise la page, on voit que par défaut, la requête est à stale, et pour l'instant, il n'y a pas de données. Et ce que vous pouvez faire, c'est extraire à ce niveau-là, refetch. Donc ça va être une fonction qui va permettre manuellement de lancer un fetch. Et vous lui dites, lorsque je clique, donc onClick, je veux que tu lances refetch. Alors on va utiliser plutôt une fonction pour éviter qu'il passe des paramètres que je ne souhaite pas. Donc je réactualise la page,
Donc là, pour l'instant, la requête est stale. Je clique sur charger les articles. On voit qu'on a un petit fetching et il obtient les résultats. Le petit détail, c'est que si je clique ailleurs et que je reviens, il ne refait pas de fetch parce qu'il considère toujours cette requête comme désactivée. Une autre solution, c'est d'avoir un petit booléen. Donc on va l'appeler enabled et set enabled ou toggle enabled. Je vais utiliser un hook personnalisé useToggle, et par défaut, on va dire que c'est à false. Et je lui dirai ici, mets la valeur de enabled. Et ensuite, lorsque l'on va cliquer sur le bouton, je vais lui dire de faire un toggle enabled, histoire d'initialiser cette valeur-là et de changer. Donc si je réactualise la page, encore une fois, on n'a aucune donnée, la donnée est stale et vide. Je clique sur charger, donc il active le système de rafraîchissement. Et si je clique ailleurs et que je reviens, automatiquement, il refait le rafraîchissement. Donc suivant ce que vous voulez faire, soit vous pouvez demander de faire un refetch manuellement, et dans ce cas-là vous contrôlez entièrement les choses en laissant le enabled à false, soit vous faites un petit booléen qui permet de changer la valeur de enabled. Donc nous dans notre cas on veut charger directement quand le composant est monté, donc on va laisser le comportement initial. Alors vous pouvez ensuite écouter aussi quand est-ce qu'il y a un nouveau fetching. Lorsque j'ai fait un alt tab, lorsqu'il y a ce fetching là, vous pouvez l'écouter. Donc dans ce cas-là, vous allez récupérer ici isFetching. Donc ça vous permet de savoir s'il y a des données qui sont récupérées. Et typiquement, ce que l'on peut faire, c'est afficher un petit loader en haut de page. Donc là, on met un isFetching et on va lui dire si ça existe, on va afficher une petite div. Et cette div, on va lui mettre plein de classes. Donc moi, j'utilise Semantic UI, mais peu importe. Donc on va mettre un centered, en mini, en blanc, en inline, en loader fixed. Voilà. Donc si je fais ça, hop, on a ce petit loader ici que vous voyez en haut qui va apparaître dès qu'on a un rafraîchissement de la page. Donc ça peut être intéressant parce que comme ça, l'utilisateur a un indicateur que les données qu'il voit à l'écran ne sont pas forcément les données qui sont fraîches. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va gérer la partie affichage du formulaire et modification d'un article. Qu'est-ce qui se passe lorsque je souhaite faire une mutation ? Histoire d'éviter de faire trop de requêtes, on va ici venir modifier le useQuery et changer le stale time. On va mettre un petit stale time de 60 secondes, comme je vous ai dit, parce que ça va nous permettre d'illustrer quelque chose. Donc là, je clique sur modifier. Donc comme je l'ai fait pour mon post ici, je vais utiliser useQuery pour mon composant qui permet d'afficher le formulaire. Donc au niveau de ce composant, je commente le code que moi j'avais fait au préalable et j'utilise maintenant useQuery. Donc au niveau de ce useQuery, je vais lui passer un premier paramètre, donc plusieurs tags entre guillemets. Donc le premier ça sera post et je vais lui donner aussi l'ID de mon article, post-ID. Ensuite, je vais lui donner la fonction qui permet de récupérer les données. Donc moi cette fonction, ça va être loadPost. Je lui donne l'ID, donc ça sera post-ID. Et les champs, je vais lui demander de récupérer tous les champs par défaut. En retour, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. C'est d'abord, est-ce qu'on est en train de charger, donc ce fameux isLoading, et en second paramètre, les données que je vais directement transformer en post. Donc ici, on lui dit, si on est en train de charger, je vais afficher un petit loader, et dans le cas contraire, après, dans le reste, j'affiche tout ça. Donc là, ça va me permettre de faire l'affichage de mon formulaire. Donc on le voit que à ce niveau-là, au niveau de notre petit debugger, on a notre requête initiale qui est marquée comme inactive. Donc en fait, les requêtes qui sont en dehors de la page, donc qui ont été chargées par exemple dans d'autres composants, restent en cache, mais par contre elles sont considérées comme inactives. Donc si on fait des rafraîchissements, typiquement, il ne rafraîchira que les requêtes qui sont actives pour la page courante. Si maintenant je reviens en arrière, on voit qu'il fait un petit fetching, mais il me laisse les données que j'avais déjà enregistrées. Donc ça permet d'être beaucoup plus rapide. Alors pour le cadre des formulaires, ça peut poser un petit problème, parce qu'on veut peut-être avoir toujours des données fraîches. Dans ce cas-là, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de mettre un cache time à 0, pour lui dire ne sauvegarde jamais ces informations-là. Donc typiquement, moi pour ce formulaire, je veux systématiquement avoir des données fraîches, donc je mets un cache time à 0. Si je clique sur modifier, je vais réactualiser la page, hop. Je reviens en arrière. Donc là, il va faire ce chargement-là. Je reclique sur modifier et systématiquement, le retour en arrière, lui, est instantané. Mais par contre, dès que je modifie, il recharge les données de 0. Donc ça permet de s'assurer, et c'est important à mon sens dans le cadre d'un formulaire, que les données sont complètement rechargées. Le problème que j'ai maintenant, c'est que si je modifie, par exemple, ce titre-là, je le soumets.
Donc ça se soumet avec mon ancien système. Si je reviens en arrière, ben, mon article a été gardé en cache et du coup il n'a pas été complètement effacé. Donc il me faut un moyen d'indiquer à React Query que lorsque je modifie un article, ça modifie aussi ces données-là. Et c'est là que les mutations interviennent. Donc un peu comme on l'a fait pour les queries, on a un autre hook qui permet de créer des mutations. Alors hop, on va le mettre tout en haut. Ici on va créer un const, on va sauvegarder les informations et au lieu de faire un use query, on fait un use mutation. Ce use mutation, il peut prendre directement en premier paramètre une fonction de mutation. Donc nous, basiquement, on va lui dire, tu vas récupérer ici un événement, parce qu'on va directement le brancher au formulaire. Donc vous pouvez lui passer un paramètre qui contiendra ce que vous voulez en fait à l'intérieur. Et ensuite, à l'intérieur, ben, je veux que tu fasses le traitement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer, donc déjà il va faire un e.prevent_default, il va récupérer les formes data. Ensuite, il va modifier le statut pour que ça soit correctement celui que j'attends. Et enfin, il va faire un await et mettre à jour l'article à partir des données. Et pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse. Cette fonction est donc asynchrone. Voilà. Et je peux récupérer en retour du useMutation plusieurs choses. Je vais avoir un isLoading comme pour les queries qui vont permettre de savoir qu'on est en train de charger. Alors par contre là, ça va rentrer effectivement en conflit avec ça. Donc moi, je vais renommer ça en isUpdating. On peut aussi récupérer les données qui sont récupérées à la fin de cette mutation-là. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse juste, c'est est-ce qu'on est en train de mettre à jour. Donc j'ai plus besoin de tout ce système-là. Hop. Là on est pas mal. Voilà. Donc après, à vous de voir. Hein. Moi, j'ai préféré ici directement passer l'événement et faire tout le traitement. Mais vous pourriez avoir un useMutation qui ne s'occupe que de la partie logique et laisser le handle submit gérer un petit peu d'autres choses en amont. À vous de voir le niveau de réutilisation que vous voulez donner à ce hook-là. Je vais maintenant modifier mon code. Donc là, on avait une petite constante qui nous permettait de savoir si on avait sauvegardé les choses pour afficher un message de succès. Donc ce qu'on peut faire, c'est récupérer aussi un isSuccess qui nous donne si oui ou non la requête s'est bien effectuée. Donc là, à la place de saved, j'utilise isSuccess. Je peux aussi réinitialiser l'état de cette mutation avec une fonction reset. Donc là, je vais utiliser reset pour, lorsque l'on clique sur la croix du message, réinitialiser les choses. Donc ensuite, ici, on a le handle submit. Donc là, au niveau du useMutation, je peux récupérer une fonction qui s'appelle mutate, qui permettra de lancer la mutation. Donc au lieu du handle submit, je lui passe mutate. Donc je descends, et là ça va être le isUpdating qui va permettre de se lancer lorsque l'on met à jour. Donc vous voyez, hein, ça a déjà allégé quand même pas mal de code, et on pourrait en plus rajouter ça dans un hook pour encore plus alléger notre composant. Donc je clique maintenant sur soumettre, et là il va faire notre requête, et ensuite m'afficher l'article a bien été sauvegardé. Je vais cliquer sur reset et réinitialise les choses. Alors là, au niveau de votre DevTool, vous ne le voyez pas parce que c'est une requête de mutation. Le système ne vous montre que les requêtes qui sont en cours d'exécution. Si je vais dans la partie réseau, hop, et que je modifie cet article-là, vous allez voir la requête passer en patch. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'être capable d'invalider la requête précédente pour que lorsque je revienne ici, il m'affiche des données qui sont complètement réinitialisées. Alors vous avez la possibilité de rajouter un second paramètre qui sera des options. Et une option intéressante, c'est le onSuccess. Donc onSuccess est exécuté lorsque la requête, donc c'est-à-dire le code qui est ici, a bien réussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'exception. Et c'est une fonction qui prendra en paramètre les données qui sont le résultat de cette fonction-là. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va même pas forcément exploiter les données, mais on va lui demander d'invalider toutes les requêtes qui correspondent à post. Donc pour cela, on va avoir besoin du query client. Donc on va faire un use query client. Donc ça, c'est grâce justement au fameux système de provider qu'on peut récupérer ça. Et à ce niveau-là, je peux lui dire de faire un query client.invalidate queries et je vais lui dire invalide toutes les requêtes qui contiennent post. Ça nous renvoie une promesse, donc je vais directement renvoyer cette fonction-là à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais ouvrir la page en plein écran, on va sortir notre inspecteur et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais cliquer sur revenir en arrière. J'ai mes articles qui sont chargés, les données sont fraîches parce qu'on a spécifié un style time. Je reviens sur modifier, ça fait le rafraîchissement, je reviens en arrière et là les données sont toujours fraîches. Donc je reviens sur modifier,
je modifie mon titre, je clique sur Submit. Il fait une première requête qui patch, puis ensuite on voit que ça a continué à rester chargé, et ça fait une seconde requête en get, parce qu'il a invalidé les deux requêtes vu qu'elles contiennent toutes les deux le mot-clé posts. Et du coup, là, il s'est senti obligé de recharger cette page-là. Et c'est pour ça qu'on a le titre qui a été modifié. Si je reviens en arrière, il va refaire un fetch à ce niveau-là et mettre à jour ici mon titre, parce qu'il va considérer que la donnée que l'on avait avant n'était plus valide. Donc on le reteste, je clique ici, hop. Alors je ne sais pas s'il vous montre en fait, là en fait il vous montre qu'elle est inactive, mais il vous montre pas qu'elle est fraîche, mais on peut s'en assurer, hein. Regardez, hop, je fais ça, je reviens en arrière, il y a toujours le cache qui s'enclenche. Par contre, dès que je fais une modification, hop, et que je sauvegarde, là il va considérer la requête 0 comme stale, et lorsque je vais revenir sur la page d'accueil, il va faire le rafraîchissement. Donc ça met du temps, forcément parce que j'ai simulé un serveur lent, mais dans un cas concret, ça peut être intéressant parce que l'utilisateur a toujours les anciennes données. Donc s'il clique sur modifier puis qu'il choisit de modifier un autre article, il n'est pas non plus obligé d'attendre les résultats. Le petit inconvénient, c'est qu'il peut se retrouver avec une page où les données se mettent à jour un petit peu à la volée, ce qui peut être un petit peu déconcertant. Mais voilà un petit peu le concept de base des mutations et des queries. UseQuery va vous permettre de faire une requête et de récupérer les résultats et de les sauvegarder en cache. Et UseMutation va vous permettre d'effectuer des mutations, donc de modifier des enregistrements. Et vous avez l'avantage de pouvoir utiliser le onSuccess, le onUpdate ou autre pour pouvoir mettre à jour les informations. Alors, fort de cette information, on va revenir un petit peu en arrière. Et ici, on va essayer de gérer le truc où j'édite à la volée un petit article. Donc je vais revenir sur le listing des articles à ce niveau-là. Donc actuellement, chaque ligne de mon tableau utilise un post row et je lui passe une fonction qui permet de mettre à jour le titre lorsqu'on a un blur. Donc là, encore une fois, on doit utiliser les mutations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un useMutation. On va lui dire que la fonction, elle va simplement récupérer donc l'ID et le title. Et ce que l'on fera, c'est qu'on fera du coup un update post. Je lui donnerai l'ID et les données que je souhaite modifier, à savoir que le titre. Si on a compris les choses de tout à l'heure, on va lui dire lorsque on a un success, lorsque tout s'est bien passé, je veux que tu viennes simplement invalider la requête précédente. Donc on va récupérer le query client en faisant un use query client. Et ensuite, hop, je veux que tu fasses un query client.invalidate et on va invalider toutes les requêtes qui correspondent au tag post. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Alors là, par contre, il va râler parce que effectivement, ici, on va appeler ça handle title update et ensuite, on ne veut même pas de isLoading parce que je crois que j'attends de manière asynchrone le résultat du handle title update. Alors le problème de cette approche-là, c'est que si l'utilisateur vient modifier comme ça son titre, lorsqu'il va cliquer en dehors, on va avoir d'abord la requête de mise à jour, et ensuite la nouvelle requête qui va permettre de récupérer les résultats. Et ce n'est qu'après cette seconde requête que l'interface se met à jour. On voit que si je clique ici, il attend, et ensuite on a le fetching, et c'est qu'après le fetching qu'on a le résultat. Donc on peut choisir de ne pas invalider la requête, mais de simplement mettre à jour les données qui existent dans le cache. Pour cela, on peut utiliser la méthode setQueryData. Donc à ce niveau-là, on peut faire un query client.setQueryData. On lui dit, je veux le faire pour la requête qui correspond à ma clé. Donc ici, c'est le tableau post. D'ailleurs, on peut faire ça ici aussi, bien qu'on va le commenter. Et en second paramètre, on doit lui passer une fonction qui va mettre à jour les données. Alors moi, je vais appeler ça post parce que je sais que c'est des articles. Au niveau du onSuccess, on va récupérer l'article qui a été modifié, donc le retour de cette fonction-là, que je vais appeler post. Et là, on lui dira de retourner un post.map. Donc on va parcourir l'ensemble des articles. Alors on va éviter d'appeler ça post parce que sinon on va avoir un conflit. Et on va lui dire si l'article correspond à l'article qu'on modifie. Dans ce cas-là, dans mon tableau original, je veux remplacer par post. Dans le cas contraire, je ne fais rien. Ce qui fait que maintenant, il n'y aura plus d'invalidation. Donc il a récupéré les données et elles sont fraîches. Je vais modifier mon titre. Il fait la sauvegarde. Et automatiquement, on voit qu'il n'a pas récupéré les données auprès du serveur, il a juste mis à jour le cache. Si je clique sur modifier et que je reviens en arrière, il va garder cette donnée-là et il a directement changé les données. Donc c'est en ça qu'on dit que ça agit un petit peu comme un store parce que vous pouvez faire en sorte que le cache soit modifié un petit peu manuellement pour éviter de retaper le serveur pour des petites modifications comme celle-ci.
Mais on peut aller encore un peu plus loin, parce que le problème de cette approche-là, c'est que quand je clique en dehors du champ, ben mon interface ne se met pas à jour tout de suite, elle ne se mettra à jour que lorsque les données ont été envoyées au serveur. Donc on peut avoir un comportement optimiste, qui consiste à dire que dans la plupart des cas, les requêtes vont bien fonctionner. Donc on va lui dire de changer les données dès que la mutation a été commencée. Pour cela, on n'utilisera pas le onSuccess, mais on utilisera le onMutate. Donc le onMutate, lui, il prend en paramètre les mêmes informations que les paramètres que l'on a reçus au niveau de la mutation. Donc ici, dans notre cas, l'ID et le title. Ensuite, ce qu'il va pouvoir faire, c'est faire des transformations. Donc nous, typiquement, on va lui demander de faire la même chose qu'ici, mais à ce niveau-là. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas encore à ce niveau-là toutes les données de l'article. Donc on va lui dire, si l'ID correspond, je veux que tu renvoies notre article, mais tu vas le modifier. Donc tu vas prendre toutes les données de P, mais tu vas remplacer le title par le titre qu'on te passe en paramètre. Et dans ce cas-là, si je réactualise la page, hop, vous allez voir que lorsque je modifie le titre, dès que je passe sur le blur, les données sont déjà mises à jour. L'inconvénient, c'est que s'il se passe une erreur, votre interface ne va pas forcément refléter les problèmes. Imaginons, j'essaie de rentrer ici ERR. De côté back-office, j'ai fait en sorte que ça plante. Si j'essaie comme ça de charger la page, alors hop, je vais peut-être vous montrer au niveau du réseau. Donc je réactualise la page. On voit que là, le titre n'a pas été modifié parce qu'en réalité, lorsque j'essaie de sauvegarder ça, on tombe sur une erreur. Pourtant, notre interface, vu qu'on a été un petit peu trop optimiste, on lui a dit que ça a été bien modifié, ce qui peut donner une mauvaise impression à l'utilisateur. Donc ce que l'on peut faire, c'est à la sortie du onMutate, sauvegarder des informations. Par exemple, moi je vais récupérer les données avant ma mutation. Donc je vais faire un query client, .getQueryData. Donc ça me permet de récupérer les données qui correspondent à une clé. Donc là, je vais sauvegarder ça dans une variable que je vais appeler previousPost. Donc c'est l'état de mes derniers articles. Et à la fin de ma fonction, je retourne ça. Alors hop, avec un S, comme ça, dans un objet. Lorsque j'ai une erreur, donc onError, on reçoit plusieurs paramètres. Donc on a en premier paramètre l'erreur. Donc nous, ça ne nous intéresse pas forcément ici, mais évidemment, il faudrait faire une petite alerte ou un petit message flash. On récupère un second paramètre qui ne nous sert pas à grand chose, donc on va l'appeler underscore. Et en troisième paramètre, on reçoit le contexte. Le contexte, c'est le résultat de ce que l'on a mis ici au niveau du onMutate. Donc à ce niveau-là, je peux lui dire, bon, s'il y a eu un problème, je vais venir modifier le query client directement et refaire un set query data pour remettre pour la même clé les données que j'avais avant. Donc dans le contexte, ça va être notre previousPost. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qui permet de faire quelque chose d'optimiste. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est lui dire, lorsque tu fais une mutation, annule tous les refetch que tu pourrais avoir fait. Donc là, on fait un await query client.cancel queries et on annule toutes les requêtes qui pourraient venir casser en fait notre invalidation, enfin casser notre getQueryData ici. Et cette fonction, elle devient donc asynchrone. Donc on réactualise. J'essaie ici de modifier le titre, ça se sauvegarde bien, et ensuite ça va faire la mise à jour, et il n'y a pas de souci. Par contre, j'essaie de sauvegarder comme ça, donc là on afficherait peut-être un petit loader, et au bout d'un moment, il va revenir à l'état initial parce qu'il y a eu un problème. Donc ça, il faudrait l'accompagner d'une petite alerte. Mais dans la plupart des cas où tout fonctionne bien, l'utilisateur, il a ses changements en temps réel, et il a l'impression que tout fonctionne correctement. Donc là où il faudra faire attention, c'est dans le cas où il commence à enchaîner des modifications à la volée. Peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus granulaire à ce niveau-là, en sauvegardant chaque article spécifiquement dans leur état d'avant. Mais voilà comment vous pouvez faire une petite interface optimiste et revenir en arrière si c'est nécessaire. Alors c'est peut-être un petit peu de code ici, mais ce que vous pouvez faire, c'est généraliser ça et vous créer des hooks personnalisés. Là, je vous montre quelques exemples de cas d'utilisation intéressants de React Query, mais après, il faudra essayer de rendre ça un peu plus générique pour éviter de devoir créer ce code tout le temps. Alors une dernière chose que l'on va voir, c'est l'utilisation des paginations. Comment ça se passe si je veux un système de pagination? Alors c'est très très simple dans ce cas-là. Ça va fonctionner à la fois avec une pagination classique et à la fois avec une pagination un petit peu différente. Alors nous on va partir du principe qu'on veut une pagination infinie. Vous pouvez remplacer votre useQuery par un useInfiniteQuery. Ça prendra les mêmes arguments, donc d'abord une clé, sauf que l'argument ici prendra en paramètre un objet qui contiendra le pageParam.
Donc moi dans mon cas, j'avais déjà prévu le coût, donc on va passer le paramètre ici. Ensuite, dans la partie objet d'option, on va garder notre style time, mais ce que l'on peut rajouter aussi, c'est une fonction qui s'appelle getNextPageParam. Donc c'est une fonction qui va récupérer la dernière page que l'on aura et qui va récupérer toutes les pages. Et cette fonction, son but, c'est de nous renvoyer le numéro de la page suivante. Donc moi, basiquement, je vais lui dire, prends le nombre de pages, trouve la taille. Donc si on n'a qu'une page, la page suivante, c'est la page numéro 2. Si on a 2 pages, je vais aller à la page 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez rendre ça un peu plus compliqué si c'est nécessaire. Ensuite, lorsque l'on va récupérer les données, on ne va pas les récupérer de cette manière-là. Si on fait un petit console.log de data, vous allez voir qu'on va récupérer les données sous forme d'un objet qui contiendra une clé page. Donc c'est ce que l'on a ici. On a un objet et dedans on a page qui contient chacune de nos pages. Donc moi j'avais pas forcément prévu ce format-là. Moi j'ai prévu un format où tout est un petit peu aplati. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire que les articles, ça sera les données. Je récupère les pages et j'utilise la fonction flat sur les tableaux pour avoir un tableau complètement aplati. Voilà. Comme ça, ça me permet de ne pas avoir à changer mon code et d'avoir la pagination qui fonctionne. Donc à première vue, ça ne change rien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai une méthode qui s'appelle fetchNextPage, qui permet de récupérer la page suivante. Au niveau de mon bouton, ici, j'ai simplement à lui dire, je veux aller à la page suivante, et lorsque je clique, je veux faire un petit fetchNextPage. Je vais lui dire de désactiver ce bouton si on est en train de charger ou si on est en train de récupérer des données. Juste en train de récupérer des données, ça sera suffisant ici. Je réactualise ma page, on voit que le bouton est grisé parce qu'on est en train de récupérer des données. Je clique sur la page suivante, donc il est en train de faire mon fetching et il affiche comme ça les informations suivantes. Et là, on a un système de pagination infini, très facile à mettre en place. Ce qu'il faudra faire, c'est lorsqu'on n'aura plus de résultats, dans le getNextPageParam, il faudra renvoyer undefined. Si on renvoie undefined, on a alors un booléen qui s'appelle asNextPage qui passera à false. Et ça permettra, par exemple, de masquer le bouton pour dire on n'a plus de résultats. Alors un petit détail par rapport à ça, si je reviens ici, on va sortir notre inspecteur. On va peut-être cacher ce truc-là, voilà. Donc on va aller dans la partie réseau, je vais réactualiser la page une fois, et on va charger 3 pages. Donc je descends, page suivante, voilà, et page suivante. Je clique maintenant sur modifier, je vais modifier mon premier article par exemple. Donc cette modification, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va invalider tout le cache qui correspond aux requêtes de type post. Et si j'essaie maintenant de revenir en arrière, donc ça c'est un petit peu long, hein, c'est pas très pratique, ben vous allez voir quelque chose, c'est qu'il va venir récupérer la première page, puis la seconde, puis la troisième. Donc il se souvient de toutes les pages que l'on avait gardées en mémoire et chargées à la partie précédente, et il les réactualise. Donc là encore une fois, à vous de voir si c'est un comportement que vous souhaitez ou non, ça peut être un petit peu lourd dans certaines situations. Autre petit détail, c'est que là, maintenant qu'on a fait cette modification, il va falloir que l'on modifie aussi notre partie qui va mettre la mutation. Parce que là, on faisait un setQueryData et on partait du principe qu'on avait simplement des articles. Mais maintenant, on n'a plus des articles, on a des pages qui elles-mêmes contiennent des articles. Donc ça veut dire que ce setQueryData devient un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Donc une approche un petit peu naïve, c'est de récupérer les datas, donc qui contiendra les pages, et de retourner les datas qu'on n'a pas modifiées, et de prendre les pages et de faire un data.page et de mapper sur toutes. Alors je dis que c'est pas idéal parce qu'en fait là vous remodifiez le tableau, ce qui fait que s'il y a des pages qui n'ont pas bougé et que vous utilisez derrière un système de mémo, vous pourriez avoir des pages qui ont été modifiées. Donc c'est un petit peu plus difficile à optimiser. Et là je lui dis pour chaque page, je veux que tu mappes et que tu récupères l'article et finalement que tu fasses le comportement que tu avais déjà ici. Voilà, j'espère juste que j'ai pas fait des bêtises au niveau des parenthèses. C'est un peu compliqué quand vous faites des modifications sur les objets. Donc là, des librairies un petit peu plus avancées peuvent vous aider, je pense. Ça devrait être bon. On va tester. Je vais en page numéro 2. Je modifie l'article numéro 12. Je mets un petit A après. Je clique en dehors. Donc on a l'optimisation optimiste. Et ça a été mis à jour. Je réactualise la page. Je clique sur la page suivante. Et là, ça devrait toujours fonctionner correctement. Voilà.
Donc ce qui est vraiment intéressant avec React Query, vous voyez, c'est ce côté-là, c'est-à-dire qu'il gère lui son store en interne, et vous, la seule chose que vous avez à contrôler, c'est quand est-ce que les données sont invalidées, combien de temps elles sont valides, combien de temps on garde les choses en cache, et automatiquement c'est lui qui gère son store global. Et ça vous permet, vous, de vous focaliser sur l'interface. Le petit inconvénient que va avoir cette librairie, c'est qu'il faudra faire très attention au comportement que vous voulez avoir. Parce que si vous ne faites pas forcément correctement les choses, soit vous allez avoir trop de requêtes auprès du serveur, ce qui n'est pas optimal, soit vous pourriez vous retrouver avec une interface qui affiche des données périmées. Si c'est le cas, mettez un indicateur à l'utilisateur comme quoi des données sont en train de charger. C'est très important parce que sinon il pourra avoir de mauvaises surprises. Mais typiquement, si on prend des applications concrètes, dans le cas de Twitter, c'est typiquement ce qu'il fait. Lorsque vous chargez Twitter après une déconnexion, il vous affiche les derniers tweets que vous étiez déjà en train de voir, et en parallèle, il est en train de charger en tâche de fond les nouveaux tweets à afficher, et une fois qu'il a fini, il vous affiche des nouveautés sur l'interface. Donc dans certaines situations, ça peut être très intéressant. Alors le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est le rendu côté serveur. Qu'est-ce qui se passe si je veux faire fonctionner ça avec un Next ou un rendu côté serveur manuel? Alors histoire d'être le plus générique possible, nous on va s'imaginer que vous faites du rendu côté serveur vous-même et vous faites un petit rendu. Alors moi j'ai ici ma partie serveur, ça utilise Fastify tout simplement, et j'ai créé deux routes qui correspondent aux routes que j'ai normalement. Alors pourquoi j'ai fait deux routes? On pourrait se dire que c'est pas très utile, parce que ça va me permettre de différencier les types de récupération que je souhaite faire. Donc d'abord côté serveur, on va devoir utiliser ce même principe du Query Client Provider. Donc pour chaque requête, et ça c'est important, on va créer un query client. Alors si on ne fait pas ça pour chaque requête, ce qui peut se passer, c'est qu'on va se retrouver avec des utilisateurs qui partagent le même cache. Alors ça peut être pertinent de le faire dans certaines situations, mais nous dans notre cas, on va créer un new query client pour chaque requête. Ensuite, on va utiliser notre query client provider comme on l'a fait pour le front. Et on lui passera comme client notre client ici. Voilà. Et on est bon. Donc cette application, moi je l'ai déjà lancée, elle démarre sur le port 8000. Je vous donnerai de toute façon le code source à la fin si vous êtes intéressé. Et la chose que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup hydrate plutôt que render. Donc dans mon main.jsx, je vais lui dire, je veux utiliser un système d'hydratation. Donc en soi, là on a bien notre rendu côté serveur, parce que si j'affiche le code source, on voit bien qu'on a l'accueil et ensuite on a nos articles quelque part, là. Hop. Voilà, ici. Donc ça fonctionne bien. Mais j'aimerais bien que les données, c'est-à-dire la totalité du tableau, soient récupérées côté serveur, en amont, pour pas forcément avoir besoin aussi de le faire côté front. Alors vous allez le voir, ça va être plutôt facile pour le coup. Alors côté serveur, on va avoir besoin pour chaque requête individuellement de faire les choses. Donc plutôt que de faire le query client à ce niveau-là, je vais le faire pour chacune des requêtes, ici et ici. Et je vais le passer au niveau de mon render page. Voilà. Donc j'ai créé un render page pour utiliser la même logique entre ces deux requêtes. Pour la page d'accueil ici, j'ai besoin de lui dire il faudrait que tu précharges en fait les données qui vont correspondre à l'affichage des articles. Donc ici, je peux lui dire de faire un await query client .prefetch infinite query parce que c'était une requête infinie que j'utilisais. Je donne le nom de ma clé, donc il faut que ça soit la même clé qu'en front, et je lui donne la fonction. Donc je lui dis, c'est la fonction loadPost, et l'avantage c'est que je l'ai pensé avec Axios, donc elle fonctionne à la fois côté front et côté back, donc c'est idéal. Là, ça va permettre de faire la requête côté serveur, mais en soi, ça ne sert à rien de plus. Ce que l'on va pouvoir faire ensuite, c'est au niveau de notre render page, récupérer, si vous voulez, l'état de notre query client. Pour cela, on fait un const dehydrated state, et on fait un dehydrate, et on lui passe le client. Si vous avez un petit doute sur ce que ça fait, ce truc-là, vous pouvez faire un console.log de dehydrated state. Voilà. Donc je vais recharger la page à ce niveau-là. Et hop, si je vous montre, ça me donne ici l'état. Donc j'ai la liste des mutations, il n'y en a aucune. J'ai la liste des queries. Et j'ai pour ma query post, justement, l'objet qui contient l'état de cette requête-là. Donc il sauvegarde l'état dans cet objet-là. Ce que l'on peut faire ensuite, côté client provider à ce niveau-là, c'est rajouter un composant qui va s'appeler hydrate, que l'on importe depuis React Query, ici. Et dans ce composant, on peut lui donner l'état. Donc c'est l'état que j'ai déhydraté au niveau donc, de mon action.
Donc basiquement, dans cette action, on prefetch pour récupérer les données. Ensuite, on extrait finalement l'état de notre client et on le passe manuellement à cette application. Si on fait ça et qu'on réactualise la page, donc on va avoir une erreur au niveau du rendu, mais si j'affiche le code source de la page, on va voir que notre tableau est rempli de nos résultats. On voit que là, on a toutes nos lignes. Par contre, le front, lui, il n'est pas au courant. Du coup, il nous refait l'actualisation. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est passer cet état-là à notre front. Pour cela, on peut aller dans notre partie body, juste avant notre JavaScript qui permet de faire fonctionner notre application, et on peut lui dire, dans l'objet window, donc en global, on va rajouter un objet que l'on va appeler React_query_state, __. Vous pouvez l'appeler vraiment comme vous voulez, mais on va utiliser la même convention que eux, ils ont. Et là, on va lui demander de stringifier notre état, donc le fameux dehydrated state. Ce qui fait que maintenant, dans le code source de la page, tout en bas, on va avoir notre React state qui est complètement déshydraté. Ce qu'il nous suffit de faire, c'est dans le main.jsx de faire comme on l'a fait pour le côté backend. Donc on va récupérer grâce à hydrate. On va lui dire que l'état, ça sera ce que l'on aura dans window, .__. Alors là, il ne comprend pas, donc on va aller le récupérer depuis la partie serveur, cette variable globale. Voilà. Ensuite, on ferme ça et on va l'entourer. Ce qui fait que notre front va être capable de récupérer l'état qui a été généré côté backend et va pouvoir l'hydrater directement. Je reviens au niveau de ma partie affichage, je recharge la page, elle met 2 secondes à arriver parce que le serveur est un petit peu lent, mais par contre côté front, automatiquement le résultat va être conservé et on n'a pas d'appel réseau. Alors détail important, si je n'avais pas mis au niveau de post ici un stale time important, si par exemple j'avais laissé le stale time à 0, on aurait quand même le rendu côté serveur initial. Donc vous allez voir que hop, on a le rendu côté serveur et en parallèle à côté, il va venir récupérer les informations ici. Donc là, il nous sort juste une petite erreur parce que le all page, là, il ne le comprend pas. Donc on va lui dire ici, charge page params et si tu ne connais pas, va mettre la valeur 1. Et si je réactualise, hop. Voilà, ça nous donne bien ça, et ensuite il hydrate. Donc encore une fois, ça peut être pertinent de laisser ça. Bon là, l'inconvénient, c'est que je trouve que ça veut dire que chaque requête va taper potentiellement 2 fois l'API, mais ce qui peut être intéressant, c'est que vous pourriez par exemple avoir un rendu côté serveur qui se fait une fois par jour, et quand même demander au côté client de venir rafraîchir plus fréquemment. Sachant que pour savoir le stale time, il va utiliser le stale time qui a été généré côté serveur. Donc assurez-vous qu'il n'y ait pas un décalage trop important en termes d'horaire entre vos utilisateurs et votre serveur. Normalement, il utilise un temps qui est en UTC, donc vous ne devriez pas avoir le problème de fuseau horaire, mais si votre serveur est décalé de quelques minutes et que vous mettez une durée de 60 secondes, ça peut être problématique. Donc de la même manière, si jamais je voudrais faire en sorte que le formulaire puisse être affiché instantanément, il faudrait que je fasse la même logique. Côté serveur, dans ma fonction qui permet d'afficher un article, à ce niveau-là, je vais faire un prefetch infinite query, je vais lui passer ici, donc dans request, je vais récupérer le params qui est l'ID de mon article, et au niveau de cette fonction-là, je lui demande de faire un load post, et je vais charger l'article qui correspond à l'ID. Et là, en 2 secondes, je viens de mettre en place l'hydratation côté serveur de cette page-là aussi. Je réactualise la page, j'attends 2 secondes, et quand la page se charge, ça ne fonctionne pas idéalement, donc ça veut dire que j'ai fait une petite bêtise ici. Et effectivement, j'ai utilisé prefetch infinite query, alors que dans ce cas-là, c'est une query de base. Voilà, c'est pour ça qu'on a un problème d'hydratation. Donc je réactualise la page, et vous voyez qu'il a préchargé avec les données, et ensuite il va aussi charger côté front. Et là, on a le bon résultat dans nos 2 cas. Alors il y a quelques adaptations suivant le framework que vous utilisez. Je crois qu'il y a des instructions de toute façon si vous utilisez Next ou autre. C'est expliqué dans la documentation à ce niveau-là. Moi j'ai essayé ici de survoler et de vous montrer les choses qui étaient principalement intéressantes et que je trouvais cool avec cette librairie, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans la documentation. Il y a par exemple une partie qui vous montre comment on fait des requêtes en parallèle et des requêtes conditionnelles, ça peut être intéressant. On a la notion de scroll, donc ça c'est ce qu'on a vu par exemple quand on pagine, ça peut être un peu compliqué de revenir en arrière et d'arriver à la bonne zone de pagination, donc ça peut être intéressant. Donc il y a pas mal de choses. J'ai trouvé que cette librairie était très bien documentée, donc tous les problèmes que j'ai pu avoir, ils étaient documentés, donc ça c'était plutôt cool.
Rapidement, pour ceux qui aussi auraient entendu parler d'autres librairies, il y a UseFetch qui est pas mal aussi, mais qui est lui plutôt basé sur l'utilisation de Fetch, comme son nom l'indique, et qui a une API plus simple. L'inconvénient, je trouve, c'est que ça peut être un petit peu compliqué à configurer dans certaines situations. Je pense notamment aux paginations infinies. C'est assez compliqué, il faut tordre un petit peu le truc. Moi, j'ai pas trouvé ça hyper pratique dans certaines situations. Et ensuite, on a SWR qui propose aussi une API un petit peu plus simplifiée. C'est un petit peu plus flexible que UseFetch. Mais pareil, le problème, c'est que dans certaines situations un petit peu poussées, les options de configuration sont pas forcément aussi avancées que React Query. Et même au niveau de la documentation, je trouve que React Query est beaucoup plus poussé. Je crois que notamment un truc qui m'avait un peu embêté avec SWR, c'était le côté refetch qui pouvait être un petit peu pénible. Là, vraiment, tout est configurable et en plus, ça fonctionne bien avec TypeScript, donc c'est impeccable. Donc j'espère que ça vous aura permis de découvrir React Query. Si jamais vous avez des questions ou pareil, encore une fois, d'autres librairies que vous voulez découvrir, n'hésitez pas à poster un commentaire, ça peut permettre de trouver des idées et de faire des exemples. De la même manière, si vous avez peut-être un cas concret de React Query où vous bloquez, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, ça peut me permettre d'aiguiller pour de nouveaux tutoriels. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne du coup rendez-vous dans un prochain chapitre.